Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé Enostat, mode d'emploi, comment identifier les tendances clés de vos territoires. Ce webinaire sera organisé par la province de Hainaut et plus particulièrement l'Observatoire de la santé, représenté aujourd'hui par ma collègue Marie Merclin, chargée de diagnostics sociosanitaires et territoriaux, et moi-même, Arnaud Fleurquin, responsable du service d'information stratégique à Hainaut Développement, l'agence de développement de l'économie et de l'environnement. Nous vous informons que ce webinaire sera enregistré et un replay vous sera envoyé dans les prochains jours afin que vous puissiez avoir accès à l'ensemble de nos interventions, mais également des différentes démonstrations qui seront effectuées en ce jour. Nous souhaitons également pouvoir interagir avec vous durant cette présentation, donc n'hésitez pas à nous poser vos différentes questions via l'outil questions et réponses qui apparaît donc en bas de votre écran. Première question avant d'entamer ce webinaire, première question qui vous est adressée. Nous souhaitons en fait savoir votre niveau d'utilisation par rapport à Enostat. Donc normalement, une question devrait apparaître sur votre écran. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit effectivement vous avez déjà utilisé le portail, vous l'avez déjà manipulé, soit effectivement vous en avez déjà entendu parler, mais pas encore vraiment d'utilisation concrète, ou alors ni l'un ni l'autre, vous n'en avez pas entendu parler ni exercé. Voilà, nous vous laissons quelques instants pour répondre. On va encore... Ma collègue en backstage me dit d'attendre encore un peu, donc on va vous laisser, on est encore voilà, sur cette partie un peu introductive, on va encore vous laisser quelques secondes pour répondre. Et dès que ma collègue en backstage me dit que c'est OK, on affiche les résultats pour effectivement voir qu'il y a déjà un petit peu manipulé l'outil parmi les participants. Voilà, ma collègue me dit que c'est bon. Je vais maintenant lui demander d'afficher les résultats pour que vous puissiez les voir. Donc, on voit que c'est assez partagé. On voit effectivement que près d'un tiers d'entre vous l'ont déjà utilisé, donc c'est pas mal. Ça sera une piqûre de rappel peut-être pour certains. Voilà, 40% d'entre vous en ont déjà entendu parler, ce qui est déjà une bonne chose. Et il y a quand même près d'un tiers d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler. Ça sera donc l'occasion de vous présenter les différentes fonctionnalités. Voilà, donc première question qu'on peut se poser quand on parle d'observatoire, déjà, qu'est-ce qu'un observatoire? Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'un observatoire socio-économique et sanitaire? Donc c'est un système d'information ici dynamique, puisqu'on est sur une solution web qui permet de collecter, de traiter, d'analyser, de diffuser des données géographiques. Donc on va retrouver des couches d'habillage, mais également des fonds de cartes et des données géolocalisées, mais également donc, des données principalement agrégées sous la forme donc, de rapports, de tableaux, de graphiques et de cartographies thématiques. Alors, un observatoire avec de la donnée pour de la donnée, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc, l'objectif d'un observatoire, c'est évidemment de vous fournir en tant qu'outil transversal des outils d'aide à la décision, donc pour piloter vos différents projets sur vos territoires. Alors, un observatoire, pour quoi faire? Quels sont les exemples d'utilisation d'un observatoire? Tout d'abord, c'est de pouvoir effectuer une veille sur les caractéristiques de votre population, pouvoir éventuellement anticiper leurs besoins et de constituer des politiques publiques adaptées, que ce soit en matière d'offres de soins de santé, de mobilité ou encore de logement. De manière plus générale et de manière plus transversale, c'est d'identifier les forces et les faiblesses de mon territoire. Quels sont les secteurs économiques qui sont spécialisés au sein de mon territoire? Quelle est la comparaison de mon territoire par rapport à un territoire d'études? Comment évoluer les principales caractéristiques de mon territoire au cours du temps? Un observatoire peut également susciter le débat et constituer un diagnostic, je dirais, préparatoire pour des exercices de prospective. Donc l'observatoire m'apporte un diagnostic à l'instant T, ou éventuellement une rétrospective de mon territoire, et à partir de ça, on échange et on identifie éventuellement les futurs souhaités et souhaitables pour ce même territoire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, cet objectif sera important, c'est aussi de pouvoir fournir des arguments solides dans le cadre de montage de projets, de dossiers de subsidiation ou encore de rédaction de plans stratégiques. Donc là, effectivement,
les données, voire les informations de l'observatoire, seront des informations utiles pour pouvoir avancer. Un observatoire, ça sert également à piloter et évaluer des politiques publiques locales. Donc, on n'est plus ici dans un diagnostic en amont, mais on est bien dans la mise en œuvre, dans le suivi d'un projet. Voilà, il y a des actions qui ont été mises en place à l'échelon local. Quels sont les impacts, par exemple, sur le taux d'emploi, sur le taux de chômage? Quand on parle de pénurie, par exemple, de médecins généralistes, entre une année et une année antérieure, est-ce qu'on voit une évolution par rapport aux actions qui auraient pu être mises en place? Et enfin, vous le verrez, grâce à Nostat, vous avez accès à des données très localisées, infracommunales, permettant également de faire de l'optimisation de stratégies d'implantation. Par exemple, je veux implanter une crèche ou une maison de repos. À partir du point identifié, quelle est ma zone de chalandise et quelle est ma caractérisation de la population autour de ce point. Concernant l'Observatoire socio-économique et sanitaire et Nostat, quelle est la genèse de notre portail? Il faut savoir qu'il y a déjà eu un portail qui existait déjà en 2017, donc avec l'Observatoire déjà à cette époque, qui s'appelait déjà également Enostat. Et on s'est très vite rendu compte, après plusieurs années d'utilisation, que nos besoins évoluaient, les évolutions technologiques évoluaient, on parle de plus en plus d'automatisation des process. Et donc, en 2022, nous avons eu une réflexion sur le lancement d'un nouveau portail et en 2023, une procédure de marché public. Une migration s'est opérée pour les données déjà préexistantes de l'ancien portail vers le nouveau portail. Et en 2024, nous avons eu un événement d'inauguration au Grand Ornu pour celles et ceux qui étaient peut-être présents. Donc le portail n'a pas encore un an d'existence et donc nous sommes encore dans une phase d'ajustement pour certains indicateurs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter une démonstration de l'observatoire, quelques éléments de contenu par rapport à Enostat, c'est quoi? C'est plus de 900 indicateurs, que vous le verrez avec pas mal de modes de représentation de ces indicateurs, à plat de couleur, flux, etc. Plus de 13 thématiques couvertes par ces indicateurs. Ça va de la mobilité, du niveau de vie, de l'état de santé, de la population. Donc on a vraiment toutes les thématiques couvertes par des territoires sur les aspects socio-économiques et socio-sanitaires qui sont couverts donc, par l'Observatoire. 10 niveaux géographiques, on a un niveau d'affinement des données qui peut aller du quartier, donc l'échelle qu'on appelle dans le jargon des secteurs statistiques, jusqu'à l'échelon provincial. 3 espaces de travail, ma collègue Marie aura l'occasion de revenir là-dessus, où vous aurez 3 espaces totalement distincts qui vous proposent des fonctionnalités propres. Et enfin, un paramétrage sur mesure, et c'est sur ce dernier point que je souhaiterais insister, puisqu'effectivement, vous aurez la possibilité soit d'avoir une solution plutôt clé en main, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, donc vous aurez des rapports directement préétablis pour votre commune, mais également la possibilité de construire vos propres cartes, vos propres data visualisations, donc tableaux, graphiques, et évidemment de pouvoir les personnaliser et également de les exporter dans le format de votre choix, format brut, mais également des formats vectoriels, PNG, PDF, ce qui laisse pas mal de portes ouvertes par rapport au mode de réutilisation de ces outputs. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Marie, qui va donc vous présenter les différents espaces de travail d'Enostat. Oui, voilà, donc là, on se trouve sur la page d'accueil du site Enostat. On a sur cette page d'accueil différentes icônes qui vont être les portes d'entrée vers les différents espaces de travail. On a ici le premier icône qui est la cartographie interactive, qui s'appelle aussi l'espace de travail indicateur, où là, on va pouvoir sélectionner les indicateurs qu'on souhaite aux différentes échelles géographiques qu'on souhaite. On a un deuxième espace de travail qui est l'espace rapport, portrait sur mesure. Dans cet espace, en fait, on a des rapports qui sont édités à l'échelle communale où on fait une sélection des différentes visualisations d'indicateurs. Alors, nous, on édite 2 types de rapports à l'heure actuelle, en tout cas. On a les profils communaux qui sont plus à orientation socio-économique et on a les profils locaux de santé qui vont plus décrire le contexte socio-sanitaire. Et donc, en fait, les 2 boutons bleus que vous voyez ici en dessous sont des raccourcis vers les rapports, mais c'est le même espace de travail que
celui qui est ici. On a un troisième espace de travail qui est le zonage, visualisation et comparaison de territoire. Alors, cet espace de travail, il permet de comprendre la géographie du territoire. Il permet, par exemple, de savoir à quel arrondissement ou à quelle zone de centre local de promotion de la santé appartient telle ou telle commune. Et ça permet aussi de comprendre les territoires qui se recoupent, qu'ils soient administratifs ou non. Vous voyez ici aussi un quatrième accès qui mène vers l'enquête sur la santé des jeunes. Alors, l'enquête sur la santé des jeunes, c'est une enquête qui est menée à l'Observatoire de la santé du Hainaut depuis 1997. Et on a la possibilité maintenant de publier les résultats sur ce site Enostat. Ce sera un petit peu moins l'objet du webinaire d'aujourd'hui, aussi parce qu'en fait, ce sont des résultats qui sont présentés à l'échelle du Hainaut et que là, on va s'intéresser à la dynamique territoriale. Mais si vous avez des demandes ou des questions par rapport à cette thématique-là, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, sur cette page d'accueil, on trouve justement tout en bas à gauche, ici, le bouton « Contact » qui amène vers l'adresse mail du site. Et à tout moment, dans la navigation sur le site, on peut revenir à la page d'accueil en cliquant sur l'onglet Enostat. Arnaud, je te repasse la main pour la suite. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter la cartographie interactive et plus particulièrement les différents espaces de pilotage. Donc, quand vous travaillez ici via cette solution qui n'est pas une solution clé en main, mais vous partez de zéro, via évidemment un besoin préalable, comment vous devez procéder? Alors, on a plusieurs espaces de travail. On a en fait un premier espace de pilotage des indicateurs, un espace de restitution cartographique, un espace d'affichage des résultats, vous le verrez, et de personnalisation de vos légendes, et le paramétrage ici de votre géographie. Prenons un exemple, pour commencer, avec un indicateur test qui est la densité de population. Alors, trois manières de sélectionner votre indicateur, soit vous vous basez sur l'arborescence. Donc, je choisis par exemple ici mon chapitre démographie, et je viens descendre vers une arborescence inférieure, par exemple population, et je retrouve mon indicateur de densité. Imaginons que voilà, vous n'avez pas le temps d'identifier l'arborescence et vous avez déjà en tête l'indicateur. Imaginons que vous tapez dans le moteur de recherche ici densité. Le choix se restreint et vous avez directement accès à l'indicateur ici densité de population. Troisième exemple, dernier exemple pour choisir votre indicateur. Imaginons que vous n'avez pas une idée d'indicateur en tête, mais plutôt un mode de restitution graphique de l'indicateur. Pour cela, je viens cliquer sur « Autre filtre » et on voit effectivement qu'il y a plusieurs possibilités de sélection des modes de représentation. Les choroplexes, à plat de couleur, ce sont un mode de représentation pour les données en taux, par exemple, donc exprimé en pourcentage. Et si j'affiche ce mode de représentation, j'aurai tous les indicateurs en aplat de couleur. Donc au plus la couleur est foncée, au plus l'indicateur sera élevé. Ou l'inverse, évidemment, si on veut changer le contraste. Les données de type flux, ce sont des données bilocalisées, avec un point d'origine et un point de destination. Très utile pour les flux de mobilité pendulaires, par exemple, domicile, travail. Les données ponctuelles, ce sont des données géolocalisées. Donc, on aura accès, par exemple, aux implantations scolaires, aux maisons de repos. Donc, l'ensemble de points qui sont géolocalisés sur l'UNO. Les ronds proportionnels, on est typiquement sur des données en valeur absolue. Au plus la taille du cercle sera élevée, au plus vous aurez, par exemple, d'habitants. Et enfin, les données de type typologie, on est sur des données catégorielles. Par exemple, pour mes implantations scolaires, quelles sont celles du niveau, par exemple, primaire et quelles sont celles du niveau secondaire. On aura, par exemple, des points d'une couleur et d'autres points d'une autre couleur. Choisissons l'indicateur de densité de ma population. Et vous voyez apparaître un nouvel espace en rose, mes indicateurs ici. Vous avez la possibilité de choisir autant d'indicateurs que vous le souhaitez dans cet espace, mais ne seront affichés que les indicateurs dans le même, avec un mode de représentation distinct. Donc par exemple, ici, on est sur un indicateur de type aplat de couleur. Vous le voyez au survol, j'ai la valeur de l'indicateur, tourné ici 318,3 habitants par kilomètre carré, le nom de la commune. Et donc au survol, on peut accéder
à l'indicateur et au nom de la commune. On peut également changer l'année dans le menu supérieur haut. Par défaut, c'est toujours l'année la plus récente qui est renseignée. Et ici, à droite, on va retrouver l'espace de paramétrage, j'y reviendrai après, de mon indicateur. Si je choisis un autre indicateur avec un mode de représentation graphique différent, vous le voyez maintenant, ici j'ai deux indicateurs dans mon espace rose. Les deux se combinent, les deux sont complémentaires puisqu'on a un aplat de couleurs avec la densité et un rond proportionnel ici, par exemple, toujours pour tourner, avec une population au 1er janvier 2024 de 68 554 habitants. Vous avez également la possibilité ici de paramétrer votre géographie. Par défaut, nous sommes sur un niveau géographique, ça veut dire un niveau de détail des indicateurs à l'échelle des communes. Et vous pouvez très bien aller d'un niveau infracommunal, à l'échelle ici des secteurs statistiques, donc à l'échelle des quartiers, ou n'avoir qu'un seul niveau, correspondant ici à mon niveau provincial. Une fois que vous avez choisi votre indicateur, ou vos indicateurs, le niveau, j'oublie également que vous avez la possibilité, via le petit i, donc à côté, à droite de l'indicateur, dans l'espace rose, d'identifier les différentes métadonnées de l'indicateur, notamment la source, les limites éventuelles, les périodes de disponibilité, etc., etc. Généralement, nous renvoyons également vers le site officiel, quand il existe, vers le fournisseur primaire, je dirais, de l'indicateur, en cliquant ici sur le lien hypertexte, pour en savoir plus. Alors revenons à un niveau communal, et comme je l'ai dit, on peut ici paramétrer l'ensemble de mes indicateurs, avec ici l'affichage de la valeur pour le territoire d'étude, donc en NO, une densité d'un peu plus de 356 habitants par kilomètre carré, et une population d'un peu plus d'1 300 000, 1 360 000 habitants. Si je regarde le paramétrage de mes données ici je dirais en aplat de couleurs, on a la possibilité, via le petit outil ici, paramètres, de paramétrer toute une série de choses. Ça concerne par exemple les couleurs. Donc là, bon, on est sur quelque chose de relativement subjectif. On peut imaginer d'avoir deux couleurs. On aura par exemple une densité plus forte ici en orange et une densité plus faible ici en bleu. On peut également changer ce qu'on appelle le mode de discrétisation des données. Ça veut dire comment les données vont se répartir dans les différentes classes. Par défaut, vous le voyez, nous avons 5 classes. On le voit ici qu'il y a 5 classes. On peut donc changer le nombre de classes, mais on peut également changer le mode de représentation statistique. Par défaut, nous avons un mode par quantile. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas les modes de discrétisation, le mode par quantile, c'est le même nombre d'observations par classe. Alors, vous allez me dire, oui, mais ici, entre parenthèses, dans ma légende, on a pour chaque classe un nombre d'observations différents. Pourquoi? Parce que nous avons décidé également que l'un des seuils des classes ici, donc le trait noir, est la valeur moyenne du NO. Pourquoi? Puisqu'on peut directement percevoir sur ma map, donc sur ma carte, par exemple en bleu, toutes les communes dont la densité est inférieure à la densité moyenne du NO, et à l'inverse, toutes mes communes en orange dont la densité est supérieure à la moyenne du NO. Et vous le voyez, si je décoche cette option, donc ici à gauche, la valeur moyenne est un des seuils, si je la décoche, ben on voit effectivement qu'on a le même nombre d'observations dans chacune des classes. Dernier élément qui peut vous intéresser, on peut également choisir les classes qui vous intéressent. Imaginons que vous avez un projet, vous avez une politique publique à piloter et que vous avez, par exemple, une valeur à atteindre, vous avez un plafond qui est, je dirais, imposé par telle ou telle réglementation. Ben, par exemple, on peut imaginer qu'on ait deux classes et que je viens changer ici en seuil manuel et que je décide, par exemple, que toutes mes communes dont la densité est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré s'affichent dans une certaine couleur et celle inférieure à 100 s'affiche dans une autre couleur. Donc, si je clique sur Appliquer, ben, on voit effectivement ici, de manière très visuelle, très binaire, on a les communes
en jaune ici, qui sont des communes rurales, notamment dans la Botte du Hainaut, on a une densité de moins de 100 habitants par kilomètre carré, et les communes en orange avec une densité de plus de 100 kilomètres carrés. Voilà pour cette première phase test de présentation des espaces. Et maintenant, nous allons rentrer dans les études de cas. Marie qui va vous présenter une première étude de cas relative aux données socio-sanitaires. Voilà, donc effectivement, on peut voir une application possible. Ici, je vais supprimer l'ensemble des indicateurs qui ont été déjà sélectionnés pour revenir à une représentation de base. Pour remonter dans l'arborescence et avoir l'arborescence de démarrage, je reclique sur le titre du chapitre démographie et ici, j'ai à nouveau l'ensemble des indicateurs qui sont disponibles. On va s'intéresser au vieillissement de la population. Donc, en fait, je vais à nouveau entrer dans le chapitre démographie et dans le sous-chapitre population. Je peux descendre ici pour voir la liste des indicateurs. Il y a par exemple la part des 65 ans et plus. Il y a aussi l'indice de vieillissement. Je vais sélectionner l'indice de vieillissement. On a une carte qui apparaît et au survol, à nouveau, on voit les valeurs de l'indice de vieillissement. Donc, par exemple, si j'ai une commune qui a un indice de vieillissement de 0,76, ça veut dire qu'il y a 76 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Alors ici, on est à l'échelle communale. On peut imaginer, comme l'a montré Arnaud précédemment, de s'intéresser, par exemple, à l'échelle de l'arrondissement. Et là, on va voir les valeurs pour l'arrondissement, puisque c'est un indicateur qui est agrégeable. Et donc, il y a un calcul qui est fait pour le niveau arrondissement, ou par exemple des zones qui ne sont pas nécessairement des zones administratives. Ici, les CLPS, donc les zones qui sont couvertes par les centres locaux de promotion de la santé. Je vais revenir pour l'exemple au niveau communal. Et je vais sélectionner une commune. Alors ça, on est dans l'espace de restitution avec la carte. On va voyager un petit peu et aller dans la zone de synthèse. Alors dans la zone de synthèse, on a les valeurs de la commune sélectionnée et la valeur du Hainaut. Et on voit aussi une évolution de cet indicateur en fonction du temps. On peut aussi décider de faire apparaître les 10 valeurs les plus élevées pour l'indice de vieillissement ou les 10 valeurs les plus faibles, toujours pour le même indicateur. Dans la zone de restitution, on a aussi la possibilité de voir les éléments en tableau. Et là, on peut voir en première colonne le code INS, donc le code de Stadbel pour la commune. Ensuite, le nom de la commune et ici, la valeur de l'indicateur. Par défaut, la commune sélectionnée apparaît en premier, puis c'est par ordre croissant de code statistique. On peut imaginer évidemment de classer par ordre alphabétique ou par ordre croissant ou décroissant de l'indicateur. On peut aussi ici visualiser plusieurs indicateurs en même temps. Je peux aussi, par exemple, voilà, ça permet de visualiser l'ensemble des indicateurs de manière simultanée. Alors, via la petite roue crantée ici dans le bouton Action, on a plusieurs possibilités. On peut exporter le tableau en format Excel, on peut imprimer le tableau, mais on peut aussi filtrer. Alors, on a une zone de pilotage ici qui apparaît et donc on peut filtrer par code INS, par nom de commune, mais on peut aussi filtrer selon un ensemble de critères. Ici, par exemple, pour l'indice de vieillissement, la valeur 1 peut être intéressante parce que ça veut dire que quand on est au-dessus de 1, il y a plus de personnes de moins de 20 ans que de personnes de 65 ans et plus. Donc, je peux décider de faire un filtre en fonction de l'indice de vieillissement égal à 1. Et je peux aussi ajouter un autre critère. Non, je vais d'abord appliquer ça. On va avoir une liste des communes. Donc ici, j'ai la liste des communes du Hainaut dont l'indice de vieillissement est supérieur à 1. Ce que je peux constater, c'est que l'indice d'intensité du vieillissement est relativement variable pour ces communes. Alors l'indice d'intensité du vieillissement, c'est quoi? C'est la part des personnes
de 80 ans et plus parmi les 65 ans et plus, ou autrement dit, parmi les personnes âgées, est-ce que la population est très âgée? La question étant bien sûr intéressante pour toutes les questions, par exemple, d'aménagement du territoire ou d'offres de soins, d'offres de services, etc. Et donc ici, on s'intéresse à la fois à l'indice de vieillissement, mais je peux décider de voir parmi ces communes-là, quelles sont les communes qui ont aussi un indice d'intensité du vieillissement élevé. Et je peux décider, par exemple, que le seuil serait 0,25. Donc, un quart des personnes de 65 ans et plus ont au moins 80 ans. Et là, j'applique les filtres et j'ai une sélection de communes qui remplissent ces critères-là. Donc, il y a le bouton « Appliquer les filtres ». Il y a aussi le bouton « Appliquer les filtres et sélectionner le résultat ». Alors ici, ça ne change pas grand-chose. Ce qui peut être intéressant quand on sélectionne le résultat, c'est en revenant à la restitution de carte, puisqu'à cet endroit-là, en fait, on a en surbrillance les communes qui respectent les 2 critères qui sont sélectionnés. Et ici, on peut, par exemple, toujours via le bouton « Action », décider d'exporter la carte, je peux cliquer dessus, au format PNG, SVG ou PDF, pour pouvoir la réutiliser ultérieurement. Voilà, ça c'est un petit exemple sur le vieillissement. Je peux montrer une autre application possible. Alors à nouveau, je vais remettre plus ou moins à 0. Là, je peux annuler ma sélection avec la croix ici. On va s'intéresser à un élément d'état de santé. Donc là, on peut revenir à l'arborescence. On peut revenir à l'arborescence principale. On va aller dans état de santé et on va s'intéresser, par exemple, à la part de personnes traitées pour diabète. Donc ici, vous voyez qu'ici, on a la part de personnes traitées pour diabète et en dessous, on a la déclinaison pour les hommes et pour les femmes. Mais ici, on va prendre la population totale. Donc, je clique sur cet indicateur. La cartographie apparaît avec l'année la plus récente par défaut et la légende, comme l'a expliqué Arnaud, qui s'ajuste automatiquement par rapport aux données de l'année en cours. Pour une raison ou une autre, je peux vouloir voir comment était la situation de manière plus ancienne. Là, je vais sélectionner la période la plus ancienne disponible. Ici, on est en 2013. Et ici, on a à nouveau la carte qui apparaît, mais la légende s'est ajustée pour l'année 2013. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que les zones où la prévalence du diabète est la plus élevée sont sensiblement les mêmes, mais ça ne nous permet pas de mesurer l'ampleur de l'évolution. Et donc, pour ça, il y a un autre outil. Je vais revenir à 2022 pour que ce soit mon année de référence. Je reviens à 2022 et là, je clique sur le bouton « Animation ». Animation, ça permet de faire une animation temporelle. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la légende va être figée pour l'année 2022. Et on va voir comment ça se passe dans le temps si on a la légende de l'année 2022. Et donc là, ça permet de voir que la part de personnes traitées pour diabète a fortement évolué, fortement augmenté entre 2013 et 2022. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant et qu'on peut utiliser sur bon nombre d'indicateurs parce qu'on a essayé de remonter dans le temps pour la plupart des indicateurs qui ont été mis en ligne. Et je voudrais encore montrer une autre application possible qui est intéressante en termes d'inégalité sociale de santé, qui est un de nos axes de travail. On va regarder, mettre en parallèle 2 indicateurs tout à fait différents. Alors, on va choisir un indicateur qui pourrait être un proxy du niveau socio-économique de la commune. Donc, on peut aller dans niveau de vie, on pourra aller aussi dans éducation. Mais ici, voilà, il y a plusieurs indicateurs. Là, pour la démonstration, je vais prendre le revenu médian par déclaration. Je peux mettre en parallèle cet indicateur avec une deuxième carte. Donc, pour ça, dans la zone de restitution, je clique sur 2 cartes. Alors, par défaut, j'ai la première carte qui est dupliquée.
Et vous voyez qu'ici, dans la zone de pilotage, j'ai moyen de paramétrer les cartes. Et je vais remonter dans l'arborescence pour aller choisir un indicateur classique, synthétique pour l'état de santé, qui est l'espérance de vie à la naissance. Alors ici, je peux prendre l'espérance de vie à la naissance pour les hommes. Et ici, on voit en parallèle 2 cartes qui sont au niveau de des couleurs relativement superposables et qui montrent une corrélation importante entre le revenu médian de la commune et l'espérance de vie à la naissance. Ouais, si on souhaite, on peut évidemment, comme l'a montré Arnaud tout à l'heure, mettre la même couleur si ça facilite la visualisation. Et donc ça permet voilà, de voir, et au survol, on peut à nouveau avoir à la fois la valeur du revenu médian sur la carte de gauche et la valeur de l'espérance de vie sur la carte de droite. Ici, si on veut réutiliser les cartes, on a à nouveau le bouton Action. Et donc là, il faut le faire carte par carte, où on peut exporter les cartes en format image ou PDF. Voilà pour certains aspects d'études socio-sanitaires. Arnaud, je te repasse la parole. Je vais peut-être... Oups. Non, c'est pas ça. Voilà. Ben ça, et si on veut voir en grand écran, on peut aussi réduire la zone de pilotage. Merci Marie. Donc effectivement, très utile ici de pouvoir comparer deux cartes, d'aller plus loin que la statistique descriptive. Alors ici, on n'est pas dans la statistique forcément inférentielle, mais on voit qu'il y a des relations de corrélation, voire de régression entre différents indicateurs, ce qui est très utile à l'observation. Moi ici, je vais vous montrer une toute autre étude de cas. Imaginons que vous êtes une agence, par exemple, de centre-ville, qui souhaitait connaître le tissu à la fois socio-économique et démographique de votre territoire d'étude, qui est le centre-ville. Le centre-ville d'une commune est un territoire assez spécifique, puisque on est à mi-chemin entre l'échelle du quartier et l'échelle de l'ancienne commune. On n'a pas de territoire administratif à proprement parler qui s'appelle, par exemple, mon centre-ville. Sauf que grâce à l'observatoire, je vous l'ai dit en introduction, on a cette possibilité de réagréger automatiquement les données pour un territoire d'étude. La plupart de nos indicateurs sont réagrégeables, ce qui permet en fait de travailler quand c'est possible, évidemment, puisque tous les indicateurs ne sont pas disponibles à l'échelle infracommunale, mais pour ceux qui sont disponibles, on peut effectivement faire des études très localisées. Et pour une commune, c'est évidemment beaucoup plus intéressant d'avoir des informations, je dirais, différentes au sein de sa commune. Alors, pour l'instant, on a parlé du niveau géographique. Donc, par défaut, le niveau géographique, à l'échelle du Hainaut, c'est l'échelle communale. Et vous avez ici la délimitation donc, du territoire hainauais. Mais on a la possibilité aussi de choisir son territoire d'étude via trois possibilités. Première possibilité, on peut cliquer ici sur « Rechercher un territoire » et on vient taper le nom du territoire d'étude qui nous intéresse. Alors, si on fait l'exercice pour Mons centre-ville, on va vite se rendre compte que pour tous les niveaux géographiques, Enostat vient rechercher les unités, enfin les éléments géographiques qui correspondent à mon item, mais soit on va trouver des items qui sont Mons, soit centre-ville, mais on n'aura pas Mons centre-ville. Pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai expliqué, que Mons centre-ville n'est pas un territoire préexistant. C'est un territoire qu'on va devoir recréer. Donc cette première possibilité est utile si vous souhaitez cibler un territoire d'étude directement et qu'il correspond par exemple à une ancienne commune ou un secteur statistique préexistant. Donc dans ce cas-là, on doit passer à la deuxième possibilité qui vous permet de choisir votre territoire d'étude. Donc territoire d'étude, c'est bien le périmètre, je dirais, de restitution de votre cartographie. Pour ça, on va partir de Mons centre. Et donc là, vous le voyez, la map s'optimise et s'agrandit vers Mons centre, donc mon quartier de Mons centre. Donc, à ce stade, on a un secteur statistique qui correspond à mon territoire d'étude, qui est mon centre. Alors, ici, on peut se dire, oui, mais c'est très compliqué de visualiser où on se situe. On voit des lignes, on voit des polygones. Donc, on a également la possibilité, via Enostat, de rajouter des couches d'habillage, et notamment des couches d'OpenStreetMap, donc pour avoir aussi une géographie plus précise de notre territoire d'étude.
Pour ça, il suffit de cliquer ici sur la petite loupe, et vous voyez, on a toujours mon quartier de mon centre, et on va retrouver mes autres quartiers, et on voit que ceux-ci sont entièrement englobés autour de mon ring ici de Mons intramuros. Donc on a une deuxième possibilité pour choisir mon territoire d'étude. On vient cliquer longuement avec sa souris gauche et on vient faire son marché. C'est-à-dire qu'on vient choisir les quartiers qui m'intéressent. Et donc là, on a un tout nouveau territoire d'étude correspondant à 8 secteurs statistiques qu'on pourrait appeler Mons centre-ville. Troisième possibilité, imaginons que vous n'avez pas un territoire précis dans votre problématique, mais que vous avez par exemple un point de vente, ou vous avez l'intention d'implanter une maison de repos ou une autre infrastructure, et que vous voulez savoir autour d'un rayon de X kilomètres, quelle est finalement la caractérisation de ma population. Et pour ça, je vais par exemple partir ici plus ou moins de mon centre, donc le centre de mon centre. Je laisse mon doigt cliquer sur ma souris gauche et je viens décaler ici. Et je viens choisir par exemple un rayon de 1 km. Et je vois qu'Enostat va donc sélectionner les quartiers qui sont à la fois entièrement ou partiellement englobés dans ce rayon d'1 km. En l'occurrence ici, 12 secteurs statistiques. Revenons à mon exemple de Mons intramuros. Vous le voyez, pour cet exemple type, la deuxième possibilité est la plus appropriée. Puisqu'on le voit, d'un point de vue géographique, on a une correspondance avec ma géographie. Et donc, je viens choisir mes éléments géographiques de mon niveau secteur stats correspondant donc à mon territoire. Alors, je vais désactiver temporairement ma couche d'habillage et je vais choisir un indicateur. Alors, par exemple, mon indicateur d'évolution démographique. Donc, on va choisir ici, dans mon menu ici, démographie, population, l'évolution décennale de la population. Alors, nous sommes ici sur un indicateur en aplat de couleur, avec une évolution entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2024. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a un recalcul sur mon territoire d'étude ici, en rouge, sélection. Donc on voit que la population, au cours de cette période, a diminué d'1,8% dans le centre de Mons. Mais on a également ici, à l'intérieur de mon territoire d'étude, des différences. Et donc on voit ici, alors c'est un peu trompeur parce que c'est en orange que la population a augmenté, mais on voit que pour les quartiers situés au sud-ouest, plus ou moins, de Mons intramuros, donc Mons Station, Place Nervienne et Abattoir, on a une croissance démographique relativement stagnante pour Abattoir, mais on voit quand même qu'on a une évolution qui est plus importante, notamment dans le cadre du quartier de Mont-Station, avec une évolution de 7,6% et Place Nervienne 15%. À l'inverse, ici, dans mes quartiers en bleu, on a une diminution relativement forte pour certains quartiers, notamment le quartier vraiment historique de Mont-Centre et le quartier Prison. Alors évidemment, il y a un énorme biais statistique ici qu'il faut prendre en considération quand on travaille à une échelle aussi localisée, surtout sur des données en pourcents. C'est évidemment que si on passe d'une population de 10 habitants en 2014 à 50 habitants en 2024, en pourcentage, ça paraît très vite impressionnant, mais en valeur absolue, ça ne représente qu'une hausse de 40 habitants. Donc si vous voulez être certain que l'interprétation ici ne soit pas faussée par des valeurs trop faibles, on peut rajouter les données en valeur absolue, à savoir les données relatives à la population. Et donc, on voit effectivement que pour la plupart de mes quartiers, on a une population qui est supérieure à 1000 habitants. Donc, on peut quand même tirer comme conclusion qu'effectivement, ici, l'évolution en pourcentage paraît pertinente et cohérente. Alors, une fois qu'on a réalisé voilà, la carte qui nous intéresse, hein, donc ici, ma demande initiale, c'était l'évolution décennale de ma population, on va pouvoir rajouter quelques petits éléments qui vont embellir ma carte. On peut, par exemple, toujours dans le menu Action ici avec ma roue crantée, étiqueter. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité, effectivement, en cliquant sur Afficher les étiquettes, d'afficher le nom de mes quartiers. On peut optimiser l'affichage pour que ça ne déborde pas du territoire. On peut rajouter un effet de halo. On peut
personnaliser les couleurs, ça c'est vraiment totalement subjectif. Si on coche ici sur valeur, on peut également rajouter la valeur de l'indicateur. Une fois que votre carte et votre indicateur est sélectionné, que la carte et le territoire d'étude a été déterminé, que vous avez rajouté les indicateurs qui vous intéressent, que vous l'avez personnalisé, ben, il vous suffit d'exporter le résultat. Et pour ça, toujours dans ma roue crantée ici, dans le menu Action, j'ai la possibilité de cliquer sur Exporter et par exemple de générer un PDF. Et vous le voyez ici, on a donc ma carte qui apparaît, ma légende à droite avec la valeur de mon territoire d'étude intitulée ici Sélection, la valeur du territoire de référence pour le Hainaut, la source, le titre et la description de l'indicateur ici plus bas. On a également la possibilité, donc forcément, de l'imprimer, soit via une impression directe, soit via un enregistrement PDF. Alors, je vais vous montrer un deuxième indicateur à l'échelle des secteurs statistiques. Prenons l'exemple du revenu moyen par déclaration. Donc, on est bien ici toujours dans mon arborescence. Je vais bien choisir le niveau de vie, chapitre revenu, revenu moyen par déclaration. Donc, on est ici sur l'ensemble des revenus annuels imposables, donc ceux qui sont déclarés dans la fiche d'imposition. Et donc, on est ici, évidemment, on n'a pas encore mis à jour les nouvelles données, mais on est bien sur la déclaration 2022 portant sur les revenus de 2021. Petite précision, on est bien ici sur l'ensemble des revenus. Donc, les revenus issus du travail, mais également les revenus immobiliers et les autres types de revenus divers. Alors, on voit ici effectivement que on a différentes couleurs, mais on voit qu'on a quand même pas mal de nuances de couleurs. Pourquoi? Parce que ma répartition de mon indicateur se fait sur l'ensemble des secteurs statistiques de l'ensemble du Hainaut. Or, vous le voyez, sur mon territoire de Mons intramuros, on a déjà un niveau de revenu qui est quand même relativement nettement inférieur à la valeur annuaire, puisqu'on a un revenu moyen de 25 548 € par an, alors que la valeur annuaire est de 30 910 €. Alors, si on veut affiner, je dirais, l'aplat de couleurs sur mon territoire de sélection, on vient ici dans Paramètres et on va cliquer sur Calculer sur la sélection. Et vous le voyez, l'avantage, c'est qu'ici, on a donc un recalcul de mes classes, beaucoup mieux optimisé pour mon territoire d'étude, avec davantage de couleurs différentes. Et donc, on voit très clairement ici, sans rentrer dans le détail, que le quartier Woroké est le quartier, entre guillemets, le plus aisé dans Mons intramuros, mais que le quartier de Mons Station et Mons Centre affiche un revenu qui est nettement inférieur à la valeur, notamment la valeur moyenne du Hainaut. Encore une fois, vous avez forcément la possibilité d'exporter vos résultats. Voilà pour une petite étude de cas à l'échelle des secteurs statistiques. Un dernier exemple que je souhaite vous montrer, c'est la question des flux. C'est une question très intéressante, et notamment la question de la mobilité pendulaire, à savoir, parmi les travailleurs qui travaillent dans un établissement situé sur mon territoire, d'où viennent ces travailleurs, et parmi les résidents de mon territoire, où vont-ils travailler? Pour ça, évidemment, bon, nous n'avons pas accès à une donnée aussi localisée que l'échelle infracommunale, mais nous avons accès à ces données bilocalisées par commune. Donc, je viens ici supprimer ma sélection. Je reviens ici sur mon niveau, mon étendue du Hainaut, et je viens ici à l'échelle de ma commune. Je viens également supprimer mes indicateurs. Donc, on revient ici à la situation initiale, qui était le point de départ de notre présentation. Je vais dans mon arborescence et je vais dans le chapitre Emploi, Mobilité, et vous voyez ici apparaître deux indicateurs à l'échelle communale, à savoir la mobilité sortante par commune, donc parmi ceux qui résident au sein de ma commune et ceux qui quittent le territoire de résidence, où vont-ils travailler? Et la mobilité entrante, parmi ceux qui travaillent au sein de ma commune, d'où viennent-ils? Alors, si on prend le premier indicateur, mobilité sortante par commune, que nous choisissons, restons sur la commune de Mons, ici dans mes communes proposées, la commune de Mons, on voit apparaître effectivement pas mal de flèches, avec une flèche ici, on le verra après, qui a toute son importance,
Mais là, à ce stade, on se dit, ouais, il y a beaucoup de flèches, comment faire pour améliorer la lisibilité et faire en sorte qu'on n'a que les flux qui génèrent le plus de travailleurs? Alors, petite précision, on est ici sur une valeur annuelle moyenne du nombre de travailleurs, et on est bien uniquement sur les travailleurs salariés, pour lesquels on a connaissance du lieu de résidence et du lieu de travail. Si je ne veux afficher que les flux qui génèrent le plus de travailleurs, je vais dans Paramètres, et je vais tout simplement décocher pour arriver à une situation relativement lisible. Et donc là, on voit très clairement au survol, par exemple, Bruxelles, qui est la première commune de destination pour les résidents montois qui sortent travailler ailleurs. Ne tenez pas compte des 262 et des 557, ça c'est une nomenclature interne que nous avons créée pour les flux. On espère que que ça disparaîtra, mais ce qui est intéressant, c'est bien le dernier chiffre, 1189, qui est donc le nombre de travailleurs annuels moyens qui vont travailler, qui habitent Mons et qui vont travailler à Bruxelles. On voit que parmi les autres flux sortants, on a un flux non négligeable vers Charleroi, 1072, également des flux, je dirais, plus à proximité, notamment via la Louvière, Soigny et aussi le reste du Borinage, et également la commune de Saint-Guilain, un peu moins de 1000 travailleurs en moyenne par an. Si on prend maintenant la même commune, mais qu'on s'intéresse à la question de la mobilité entrant, donc d'où viennent les travailleurs au sein de ma commune, donc je viens ici, sélectionner mon autre indicateur, je vais descendre, et je vais toujours choisir ici la commune de Mons. Alors, toujours ici, on va paramétrer pour n'afficher que les résultats les plus significatifs. Et donc, si on décoche et qu'on prend par exemple les deux derniers flux, alors vous dire également qu'on peut s'amuser à changer la position de la flèche, la mettre à la fin. On peut changer la courbure de l'arc, on peut même mettre des lignes droites. Ça, c'est vraiment assez subjectif, hein, c'est en fonction voilà, de l'affichage le plus optimisé par rapport aussi au nombre de flèches. Et là, on voit que la situation est un peu différente, puisqu'effectivement, on voit que la plupart des personnes qui viennent travailler à Mons viennent plutôt des communes à proximité, notamment la commune de Frameries. On a quand même plus de 2000 travailleurs en moyenne par an qui viennent travailler à Mons. Vous avez ici un flux assez intéressant qui est le flux France-Mons. Alors là, il y a un biais important à prendre en considération. On n'a pas la distinction par commune en France. Donc ici, France n'est pas une commune, mais bien l'ensemble du territoire français. Hein. Donc forcément, on a l'impression que c'est énorme, mais ça reprend toutes les personnes qui viennent travailler à Mons et qui résident en France. Donc plus de 2000 travailleurs. Donc on voit ici très clairement la distinction entre la mobilité entrante et la mobilité sortante pour une commune qui est celle de Mons. Évidemment, ça, c'est possible pour n'importe quelle commune du territoire énuyé. Et encore une fois, vous avez la possibilité d'exporter le résultat, notamment via une carte au format PDF. Voilà, je cède à nouveau la parole à Marie pour l'espace rapport. Oui, voilà, là on vient de voir donc la cartographie. Je vais repasser par la page d'accueil. Donc, on vient de voir la cartographie interactive et de voir l'ensemble des paramétrages possibles. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais donc aussi beaucoup de travail pour arriver à ce qu'on souhaite. Il y a une autre manière d'aborder donc le site Enostat, c'est de passer par l'espace rapport, où là, le travail de sélection est fait pour vous. Donc, quand on clique sur l'espace de travail rapport, on arrive. Alors, ici, évidemment, on a déjà une commune qui était sélectionnée, mais normalement, par défaut, c'est la commune date qui apparaît en premier, parce que c'est la commune qui a le premier code INS. Donc, 51004, c'est le premier code INS pour les communes du Hainaut. Et donc, par défaut, vous verrez toujours la commune date qui apparaît. Donc, dans la zone de pilotage, ici, on va pouvoir naviguer entre les différents rapports. Donc, il y a le profil communal et le profil local de santé. Vous verrez que l'enquête CSSV apparaît ici aussi. Donc, l'enquête CSSV, c'est l'enquête sur la santé des jeunes. Donc, comme elle a une forme de rapport, elle apparaît aussi dans cet espace de travail-là. Mais on va passer en revue plutôt le profil communal et le profil local de santé. Donc, ici, on peut naviguer entre les différents chapitres par l'arborescence à gauche. On peut aussi naviguer entre les différents chapitres
avec les flèches qui sont à gauche et à droite du titre dans la zone de restitution. En termes d'indicateurs, donc le profil communal, je répète, c'est plutôt axé sur le socio-économique, alors que le profil local de santé est plutôt sur le socio-sanitaire. Maintenant, il y a un certain nombre d'indicateurs, en particulier d'indicateurs démographiques qui nous paraissent nécessaires pour tout rapport et donc qui vont apparaître à la fois dans l'un et l'autre rapport. Pour sélectionner la commune de votre choix, je viens de le faire, mais donc on peut revoir ici, on pourrait mettre par exemple une autre commune. On peut écrire ici la commune qu'on souhaite. Ici, j'ai mis Charleroi, donc Enostat propose l'ensemble des niveaux communaux, à laquelle Charleroi apparaît. Ici, je sélectionne la commune et j'ai le chapitre démographique qui apparaît pour Charleroi. Je peux, via le bouton Action, imprimer ou exporter les données. Alors, quand je fais ça, ça parle du chapitre en cours, donc ici, le chapitre données démographiques. Mais je peux aussi imprimer tout le rapport. Et donc là, il y a la préparation ici de tout le profil local de santé pour la commune de Charleroi, que je peux dérouler par le bas pour que vous voyez l'ensemble des éléments disponibles. Et donc, là, je retourne au site. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs visualisations possibles. Il y a des cartes, il y a des graphiques, il y a des graphiques avec des courbes d'évolution, et il y a aussi des tableaux. Mais la particularité de ces rapports, c'est en fait les commentaires qu'on y attache, et c'est pour ça qu'on se concentre sur le niveau communal, c'est qu'on essaie de donner une clé de lecture, une clé d'interprétation aux graphiques qui sont proposés. Alors, si vous allez à un autre niveau, par exemple, je vais prendre l'arrondissement de Charleroi, toutes les visualisations seront disponibles pour les données agrégeables ou pour les données disponibles à ce niveau-là. Mais vous voyez ici que les commentaires spécifiques aux indicateurs, les commentaires de clés de lecture n'apparaissent plus. Et donc, c'est pour ça qu'on se concentre surtout sur le niveau communal pour ces rapports. Un autre élément pour ces rapports, donc on peut les prendre dans leur entièreté ou par chapitre, mais vous voyez aussi que, par exemple, si on regarde ici le tableau de la population, on a la possibilité de faire apparaître à l'écran d'autres années que l'année la plus récente, qui est l'année par défaut. On a la possibilité, à chaque graphique ou tableau, il y a une petite roue crantée qui permet de savoir ce qu'on peut faire. Donc ici, on peut exporter les valeurs en HTML. On peut aussi, pour les graphiques, par exemple, voir les données qui sont derrière le graphique. Et donc là, on a toutes les données de la structure de la population en tableau plutôt qu'en graphique. Là, je retourne au graphique, mais on peut aussi à nouveau exporter en format image ou HTML les différents éléments. À chaque fois, on a la comparaison ici de la commune de Charleroi avec le niveau provincial, le niveau régional et la Belgique. Ici, pour un graphique d'évolution en courbe, on peut aussi avoir les données qui apparaissent et ça permet d'utiliser les données comme on le souhaite. Je retourne au graphique. Donc, j'ai parlé de l'impression également. Voilà, donc à nouveau, on les rédige pour le niveau communal. Maintenant, s'il y a des demandes de votre part pour des niveaux supracommunaux, etc., on est toujours à disposition aussi pour ce travail-là. C'est juste que dans notre travail systématique, on travaille à l'échelon communal. Je pense que j'ai fait le tour pour l'espace rapport. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça, Arnaud. Sinon, on peut passer au zonage. Peut-être juste préciser que vous pouvez également, Ah, pardon. on va faire un petit retour arrière. Vous pouvez également exporter toutes les données en fait en format brut, c'est-à-dire effectivement avoir un tableur Excel qui comprend tous les éléments par rapport aux différents chapitres sélectionnés. Alors, je ne vais pas vous le montrer ici parce que de toute manière, on va partir sur Excel, donc on sort de notre affichage. Donc, je vais maintenant vous présenter
l'outil de zonage. Alors ici, on n'est pas du tout sur un outil statistique. Alors pourquoi un outil de zonage? On se rend compte qu'en NO, on a une gouvernance qui est relativement complexe. Alors, 69 communes, 7 arrondissements, des zones de police, des zones de secours, pour l'instant, bon, ça paraît très clair. Mais vous rajoutez évidemment les bassins de vie, les contrats de rivière, les parcs naturels, les 4 intercommunales de développement économique et territorial, les intercommunales de gestion des déchets, vous rajoutez les CLPS, vous rajoutez les centres culturels qui correspondent parfois à plusieurs communes, enfin, j'en passe beaucoup, mais on a vraiment un territoire, et c'est une des richesses d'ailleurs du Hainaut, c'est d'avoir énormément de territoires qui soient des territoires qui touchent à, je dirais, à l'ensemble des politiques publiques locales ou des territoires qui correspondent à des projets plus thématiques. Et donc, ce n'est pas évident, évidemment, de se retrouver dans cette gouvernance multiniveau à l'échelle du Hainaut. Donc, l'outil de zonage permet, soit par rapport à un élément géographique sélectionné, de savoir quels sont un peu, comme des poupées russes, quels sont les niveaux, les territoires englobants parmi cet élément géographique. L'espace zonage permet également de comparer différents territoires. Prenons un exemple. Vous avez ici la possibilité de choisir quel zonage couvre mon territoire. Soit je vais venir ici sélectionner une commune en particulier, ou je tape ici la commune de mon choix. Prenons l'exemple de Chapelle-Léar-les-Monts. Si je clique sur ma commune de Chapelle-Léar-les-Monts, on voit effectivement ici l'ensemble des niveaux englobants. Donc on voit effectivement que alors une des spécificités de Chapelle-Léar-les-Monts, c'est qu'elle a à la fois dans le bassin de vie le projet de territoire cœur du Hainaut, mais à la fois Charleroi Métropole. Dans le périmètre de l'intercommunal IDA, la zone de secours Hainaut-Centre, la zone de police Marimont, l'arrondissement de Charleroi, et ainsi de suite. Mais également l'association de communes du Centropôle. Donc ça, c'est vraiment très utile quand on veut très rapidement connaître les territoires englobants. Autre possibilité, la comparaison de deux zonages. Imaginons que je veux comparer, je ne sais pas moi, le niveau communal. Donc je vais ici choisir dans mon zonage numéro 1, les communes, et je vais choisir dans mon zonage numéro 2, les zones de police. Et donc ici, on peut ici visualiser faire différentes fonctions comment dirais-je, de représentation des points d'intersection. Et par exemple, si on clique sur identité identique à une zone de police, on va directement voir quelles sont les communes qui correspondent à une zone de police. Donc les zones de police qui sont celles de la commune. Donc, par exemple, commune Warneton, c'est la zone de police commune Warneton. Axe, idem. Donc on a comme ça, avec cet outil de zonage, la possibilité de comparer, de visualiser et donc de mieux appréhender la gouvernance multiniveau en Hainaut. Voilà pour la présentation, je dirais, d'Hainaut Stats, et notamment l'espace de zonage. Nous allons maintenant arrêter le partage et nous allons passer à une session de questions-réponses, voir effectivement s'il y a eu des choses que vous n'avez peut-être pas compris, des choses que vous souhaitez nous demander ou des partenariats possibles. Donc nous sommes là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc nous allons prendre connaissance des différentes questions. Alors, soit on fonctionne par ordre chronologique, soit on fonctionne. Je te propose peut-être de fonctionner par ordre chronologique. Donc, on a une première question qui est: est-ce que l'indicateur culturel est pris en compte? Alors, effectivement, j'avais fait une présentation auprès des centres culturels de WAPI il y a quelques temps. J'avais déjà cette question. Alors, la culture et le tourisme, effectivement, sont un des chapitres les plus minces actuellement sur le portail. On a quelques données liées au tourisme, notamment liées aux hébergements et aux nuitées. L'objectif, c'est que l'observatoire se renforce au quotidien. Donc, pour l'instant, on est sur des données socio-économiques et socio-sanitaires, mais rien n'empêche par la suite d'étendre nos indicateurs à de nouvelles thématiques. Et nous sommes ouverts aussi à, je dirais, à avoir des collaborations avec éventuellement des acteurs qui disposent de la donnée ou qui sont aussi producteurs de données. Parce que ce qu'on ne vous a pas précisé, peut-être hormis l'OSH qui produit de la donnée pour son enquête sur la santé des jeunes, nous ne produisons pas de données. Nous nous basons uniquement sur des données secondaires, à savoir des données qui existent ailleurs. Que ce soit des données issues d'open data, certains fichiers restreints des bases de données ou des données payantes. Et donc, nous ne produisons pas de données.
Donc, effectivement, c'est une possibilité qu'à terme, les données culturelles soient présentes sur le portail. Je laisse peut-être répondre. Oui, alors peut-être la question sur l'indicateur d'indice de vieillissement, mais je vais repartager l'écran pour ça. Mais en fait, ça va être une question générale peut-être sur l'ensemble des métadonnées. Donc, comment sait-on que l'indice d'intensité de vieillissement, ça correspond à la part des personnes de 80 ans et plus parmi les personnes de 65 ans et plus? Si je reprends l'indicateur indice d'intensité du vieillissement, ici dans la zone de pilotage, il y a le tableau Mes indicateurs, et ici en cliquant sur le i, il y a la description, normalement une définition. Donc l'indice d'intensité de vieillissement est le rapport entre la population des personnes âgées de 80 ans ou plus et la population âgée de 65 ans et plus. Et dans la mesure du possible, il y a aussi une petite précision par rapport à cet indicateur-là. Et donc ici, on dit que ça permet de mesurer la part des personnes les plus âgées et donc ayant le plus grand risque de perte d'autonomie. Donc ça, pour chaque indicateur, on va retrouver des métadonnées. Le niveau de précision va être pas toujours, je veux dire, par exemple, l'onglet précision n'est pas toujours rempli. Maintenant, si vous avez des requêtes par rapport à ce niveau de précision, il ne faut pas hésiter à nous en faire part parce que nous, ça nous permettra d'améliorer la compréhensibilité du site. Voilà. Et alors, il y a aussi la source de l'indicateur. Donc, ici, on voit qu'il est calculé à partir des données de StatBell. Et donc, on peut aussi se référer à la source éventuellement pour avoir certaines définitions. Donc, ça, c'est pour les métadonnées. Je vais revenir aux questions que là. Hop, ici. On va remonter. Alors, on va faire dans l'ordre, peut-être remonte un petit peu en haut. Y a-t-il une définition des indices disponibles dans le portail? Alors là, je pense qu'effectivement, Marie a en partie répondu à la question. Via le petit i à côté de l'indicateur, vous avez effectivement la définition de l'indicateur. Et si vraiment il est absent, vous avez vu, il y a 900 indicateurs, hein, c'est quand même relativement lourd à mettre à jour. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire, bah, tiens, tel indicateur nous semble pas assez précis ou manque de définition, et on se fera un plaisir évidemment de le mettre à jour le plus vite possible. Oui, pour la question de sauvegarder le travail, donc peut-on sauvegarder un travail, une carte dans le portail pour y revenir plus tard? Oui, c'est possible. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question-là. Ici, dans le petit onglet tout en haut à droite, il y a un espace favori. Et donc là, on a possibilité de sauver une étude. Et c'est vrai que donc, si on veut définir une zone d'étude particulière qui n'est pas prédéfinie par nous dans le site, on peut sauver cette étude et la réutiliser ultérieurement. Alors, question qui rejoint. Est-ce qu'il y a un endroit sur le site où trouver des explications sur ce qui est entendu par revenu brut net et sur ce qui est l'indice de vieillissement? Ben voilà, je pense que là également nous avons répondu, hein, donc dans l'onglet métadonnées via le petit i. C'est la prochaine question. Oui. Il y a beaucoup de questions. Alors, est-il possible de mettre en évidence des corrélations entre deux indicateurs? Alors, donc là, l'exercice qui est fait par Enostat, c'est vraiment effectivement une mise en parallèle de deux indicateurs. Donc, par exemple, sur le revenu médian et l'espérance de vie, on a une corrélation. Mais une corrélation, elle ne dit rien sur la causalité. Donc, c'est juste un point de départ, un constat. Et en fait, l'idée, ça va être après de creuser et de comprendre les choses qui peuvent être en lien de cause. Mais effectivement, quand on met en parallèle deux indicateurs par deux cartes, on ne voit que une éventuelle corrélation, mais on ne peut pas déduire la causalité. Peut-être, je vais rajouter à ce sujet-là, quand on choisit le revenu médian, ben voilà, on ne dit pas un revenu médian de tel euro va donner une espérance de vie de telle année, mais on veut mettre en évidence que l'ensemble d'un contexte socio-économique
et territorial on va dire, potentiellement prédire l'espérance de vie, mais ce n'est pas les chiffres qui donnent la causalité. Oui, peut-être pour ajouter à ce que Marie vient de dire, l'outil est déjà complet, mais ce n'est pas un outil économétrique. Donc, ce n'est pas un outil où, comme dans R ou dans d'autres logiciels statistiques, vous aurez comme ça la possibilité d'avoir des courbes de régression et la valeur de R carré ou d'autres types d'indicateurs. Donc là, on est sur de la visualisation, donc il faut toujours rester prudent. Si vous voulez aller plus loin, bah, c'est possible, évidemment, hein, mais il y a quand même des limites aussi au portail. Alors, pour l'exemple mobilité entrante et sortante, peut-on l'avoir pour un groupe de communes? Alors, oui, mais nuancé. En fait, ce que je n'ai pas précisé dans ma présentation, c'est qu'il y a toute une série de données qui sont des données, soit des données plus sensibles, soit des données que j'appellerais microdonnées. Nous, on a accès à des microdonnées, ça veut dire des données qui portent sur l'unité statistique la plus fine, que ce soit des données de la Banque nationale de Belgique ou des données de la Banque Carrefour des entreprises. Mais pour des questions de confidentialité, pour des questions RGPD, pour des questions aussi de licence que nous avons parfois avec les fournisseurs, nous ne pouvons pas ouvrir ces données de manière totale. Donc, vous n'avez pas la possibilité de les visualiser, d'exporter pour les 69 communes, voire pour les près de 3000 quartiers, l'ensemble de ces données. Par contre, si vous faites la demande pour certaines données que vous ne voyez pas sur le portail, ou, comme c'est le cas ici, pour une réagrégation, parce que pour les mobilités, c'est relativement complexe, il y a des recalculs à effectuer, il nous faut faire la demande et vous aurez accès aux résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on vous a montré les exports en PDF, que ce soit en export de cartes ou de rapports, ben vous aurez accès à ce résultat et de manière statique, hein, donc par rapport à cette demande particulière. Je laisse la prochaine. Ici, comparaison publique de zonage. Alors, on peut, sur le zonage, si c'est possible de sélectionner le... Pardon. Les gens n'ont pas entendu. Mais je l'ai. Donc la question était, est-il possible de comparer plus de 2 zonages? Plus de 2 communes sur un zonage. En fait, là, on peut à nouveau sélectionner. Hop. Non. Alors, effectivement, pour répondre à la question, effectivement, par rapport à l'option de zonage, on peut comparer maximum 2 zonages différents, donc 2 niveaux géographiques distincts et pas 3. Donc ça, c'est une des limites du portail. Par contre, dans cette logique un peu poupée russe, ben, vous avez la possibilité de voir tous les niveaux englobants d'un même élément géographique. J'espère que ça répond à la question. Alors, il y a une question sur la référence précise à mentionner si vous réutilisez les données. Donc, en fait, oui, c'est tout à fait possible de réutiliser nos données et il faut citer Enostat. Donc, évidemment, nous, ce sont des données qui sont, comme l'a dit Arnaud, que nous utilisons. Donc, on met toujours la source pour les indicateurs. Mais évidemment, ces données peuvent être réutilisées et en citant Enostat. Alors, sur la question, ces données et possibilités de données sont-elles recoupées et englobées avec les données de la région wallonne? Alors, nous, travaillant sur le territoire du Hainaut, on s'intéresse, je veux dire, au niveau, notre zone d'étude, c'est le Hainaut. Maintenant, on a quand même, via les rapports, la possibilité d'avoir la comparaison avec la région wallonne et avec la Belgique. Et quand on est dans l'espace cartographie, ça peut être un petit élément à savoir. Vous voyez dans la légende, on a la valeur du Hainaut qui apparaît. Ici, on a la possibilité d'avoir qu'une seule valeur. Donc, nous, on aurait bien aimé pouvoir mettre Hainaut, Wallonie, Belgique pour remonter dans les niveaux englobants. Mais au niveau technique, ce n'est pas possible. Alors, pour contourner cette petite limite, ce qu'on a fait, c'est de pouvoir ici choisir le niveau. Si vous mettez le niveau de l'arrondissement, vous allez avoir la valeur wallonne qui apparaît ici dans la légende. Et si vous remontez encore un petit cran plus haut au niveau de la province, vous avez la valeur de la Belgique.
Voilà, donc ça, c'est une petite astuce pour avoir quand même accès aux chiffres de la Wallonie et de la Belgique. Et sinon, je répète à nouveau sur les rapports, on a pour les tableaux une comparaison avec les niveaux englobants. Je reprends les questions. Est-ce une plateforme disponible gratuitement ou est-elle payante? Alors, la plateforme est entièrement gratuite, hein, donc elle est disponible en libre accès. Hein, donc c'est Enostat en un mot, au singulier.be. Alors, la question est-elle payante à l'heure actuelle? Non. Je ne pense pas que nous serons amenés à être dans une solution payante, mais effectivement, il est possible pour certains traitements, certaines demandes, qu'elles le deviennent. Notamment quand j'ai parlé en fait d'études d'implantation, et vous l'avez vu, de géomarketing et de combinaison aussi d'autres données qui ne sont pas forcément sur le portail. Il se peut qu'à un moment, en fonction effectivement du nombre de demandes croissant, on puisse envisager un système de payant, mais c'est pas dans, voilà, c'est pas dans l'ADN ni de la province, en tout cas de notre service, ni de nos stats tel qu'il a été conçu. Alors, est-il possible d'avoir une moyenne d'âge? Alors, là, je vais répondre en deux temps. Alors, les données par secteur statistique pour l'âge sont plutôt exhaustives quand vous travaillez avec les données du dernier census, donc le dernier census qui date de 2021. L'avantage, c'est qu'on est encore sur une année qui est relativement récente, où là, effectivement, vous allez retrouver les données de manière plus exhaustive. On a accès aux données au 1er janvier 2024 pour les données de StatBell aussi à l'échelle de secteur stats, mais via ce canal-là, il y a beaucoup plus de secrétisation. Donc là, l'inconvénient, effectivement, c'est que si vous refaites une réagrégation à partir des quartiers, par exemple, pour recalculer des tranches d'âge à l'échelle des anciennes communes, vous avez un risque, effectivement, de biais statistique important parce que vous avez pas mal de quartiers qui sont secrétisés. Donc là, je proposerais plutôt de passer sur l'enquête Census qui englobe plusieurs bases de données administratives et où le secret statistique est un peu moins appliqué. Donc voilà, on est sur 2021, mais on est quand même encore sur des années relativement récentes. Il y a une autre question sur le format shapefile, est-ce qu'il peut être obtenu? Alors, nous, en fait, on a utilisé les shapefiles officiels qu'on a téléchargés et qu'on a injectés dans le site Enostat. Donc, en fait, il n'y a pas de shapefile particulier au site Enostat. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais les cartes qu'on obtient, on peut les obtenir en format, image, y compris au format SVG qui permet d'autres agrémentations par la suite. Mais les shapefiles ne sont pas... on ne peut pas télécharger un shapefile depuis le site Enostat. Alors, après le webinaire, et là c'est la dernière question, après le webinaire, pouvons-nous obtenir une courte vidéo tutoriel? Alors, effectivement, celles-ci existent. Elles sont au nombre de 9. Alors, courtes, vous l'avez vu, c'est relativement dense en termes de possibilités. Donc, ce qu'on a fait, c'est effectivement des tutos par démonstration. Hein. Donc, du début à la fin, donc on est sur différents process, et donc chaque tuto présente un process. Comment comparer un indicateur avec deux cartes? Comment utiliser l'espace rapport. Et donc, on est sur des vidéos de 5 à 10 minutes, au nombre de 8 ou 9, je pense. Donc, ça, effectivement, le souci qu'on a, c'est que on ne les publie pas de manière large et ouverte, pour la simple et bonne raison que nous, on aimerait aussi pouvoir sensibiliser via les ateliers, via aussi des formations, les différents publics. Mais si vous nous en faites la demande, évidemment, soit via enostats, eno.stats@eno.be, je vous rassure, nos coordonnées vont apparaître à l'écran. Vous avez effectivement la possibilité de nous en faire la demande et on vous enverra les tutos personnalisés. Voilà, Geneviève, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on peut conclure. Mais il nous reste à vous remercier pour votre participation qui marque un intérêt pour cet outil et donc on est content pour ça. On espère que ça pourra répondre à vos besoins. Important pour nous de préciser qu'on reste à votre disposition. Donc cet outil, il est relativement performant, il permet beaucoup de choses.
C'est aussi un outil pour nous. En fait, on a aussi un petit peu changé notre manière de travailler depuis qu'on l'a, puisque c'est aussi un outil pour notre travail d'accompagnement en tant que province dans l'accompagnement des projets, que ce soit au niveau de Eno Développement ou au niveau de l'Observatoire de la santé. Et donc, c'est important pour nous de vous rappeler qu'on reste à disposition pour toute demande personnalisée sur des diagnostics de territoire, sur de la mise en place de projets dans les communes ou autres territoires. Pour rappel, donc voilà, le webinaire est enregistré et le lien vous sera envoyé, ce qui permettra aussi à certaines personnes qui souhaitaient nous rejoindre et qui n'ont pas pu de pouvoir le visionner aussi. Et je vais mettre à l'écran nos contacts, donc l'adresse d'Enostat, mais aussi l'adresse mail d'Arnaud et mon adresse pour que vous puissiez poser d'autres questions éventuellement si vous le souhaitez ou formuler vos demandes. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci.